comme on disait, c'est sur comment créer un pont systématique entre les proches et les équipes en santé mentale. Euh, Anne, je ne sais pas si tu veux que je lise cette diapo-là, mais je vous la présente, là. Non, pas besoin. Ouais, c'est bon. C'est bon? J'avance. OK. Donc, c'est drôle, notre S s'est décalé. Je me présente rapidement. Geneviève Gagné, moi, je suis travailleuse sociale, je suis à PPR au CHUM. Et puis, je travaille dans les cliniques de premier épisode de psychose depuis 16 ans maintenant. Puis, je travaille beaucoup, beaucoup avec les membres de l'entourage des jeunes qui vivent un premier épisode de psychose. C'est un peu ma mission de vie. Puis en découle de ça tout le travail avec les gens qui ont de l'expérience vécue, comment les mettre au cœur de comment mettre leurs paroles, leurs besoins, leurs préoccupations au cœur de la façon dont on organise les soins. Puis en découle de ça toute l'idée de la sécurisation culturelle aussi. Donc voilà pour moi. Sonia, je te laisse te présenter. Oui, allô, bonjour, moi c'est Sonia Vigneault, je suis maman, proche aidante, comédienne, parent aidant de famille. Aujourd'hui, je suis là sous le chapeau de parent aidant de famille. Je travaille à JAP, à la clinique JAP depuis 2 ans déjà. En fait, pour la petite histoire, c'est que j'ai été proche aidante de mon fils qui a été suivi à la clinique même. Et puis, j'étais ce parent qui cherchait à comprendre et avoir des solutions. Et maintenant, je dis que j'ai traversé le miroir et je suis maintenant celle qui offre du soutien et de la compréhension aux proches des usagers de la clinique. Alors, voilà. Fait qu'on a peu de temps, mais on vient de vous amener quelques pistes qu'on a appris en travaillant ensemble puis en travaillant à la clinique. Donc, voilà. Ben, en débutant, ce que j'avais envie de vous dire pour un peu placer nos couleurs, puis un peu ce que j'ai, moi, compris là, des meilleures pratiques dans mon travail avec les membres de l'entourage au fil des dernières années. La première chose, c'est que la pratique réflexive, elle est comme essentielle dans le sens où j'ai retravaillé cette diapo-là, en fait, puis à la base, je disais, ce qu'il faut garder en tête quand on travaille avec les membres de l'entourage en santé mentale, c'est que le jugement professionnel prime puis est au cœur, puis je trouve ça important de le ramener parce que je le sais, moi, je le vis au quotidien, là, en étant la parole des proches, puis avec Sonia, comment des fois ramener l'idée, les proches, c'est important à une équipe clinique, à des intervenants qui sont surchargés, dépassés, qui font tout leur possible pour aider les jeunes. Des fois, c'est comme si on vient leur amener un fardeau de plus. Fait que je veux pas qu'on soit ces personnes-là qui vous amènent un fardeau ce midi. Fait que c'est clair que on a envie de vous dire que, comme dans tout le reste de votre pratique, votre jugement professionnel va primer. C'est vous qui connaissez les gens avec qui vous travaillez, c'est vous qui avez évalué leur environnement aussi, les enjeux psychosociaux. Fait que vous le savez, évidemment qu'il y a des situations où vous jugez que c'est pas pertinent d'impliquer les proches parce que ça nuirait, puis c'est correct, puis c'est quelque chose qui est respecté absolument. Il faut juste faire attention à toujours se questionner qu'est-ce qui fait que je pense que, tu sais, parce que des fois, quand on est dépassé, on le sait à plein niveau, là, nos biais inconscients vont nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas toujours ultimement les meilleures. Fait que c'est un peu de jongler entre notre jugement professionnel, mais être capable de le challenger. Parce que c'est sûr que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des proches qui, des fois, moi, je l'ai vu dans tous mes travaux, mais qui vont se retrouver qu'on aurait gagné, en fait, à impliquer. Puis qui ne vont pas nécessairement être les personnes qui naviguent mieux le système. Fait que des fois, ils sont invisibles aussi. Fait que comment arriver à les rejoindre? Mais je pense que ça passe par l'approche systématique dont on va vous parler. Puis aussi, être capable de, à la fois, c'est ça, être capable de s'auto-challenger puis de se challenger en équipe, je dirais. Et puis, à la fois dans les épisodes, le contexte des premiers épisodes psychotiques, mais aussi au niveau des troubles concomitants. Le fait d'impliquer les proches va améliorer le pronostic des personnes qui est suivi. Encore là, bon, avec le jugement professionnel, mais ce qu'on sait quand même dans les études, c'est que c'est le cas. Il faut toujours garder en tête qu'on est bien petit dans la vie des gens, là, leur milieu social avec toutes ces
ses forces et ses faiblesses, ses perfections, ses imperfections, ils sont là avant, ils vont être là après. Fait que souvent, ce qu'on constate, c'est que de les impliquer, ne serait-ce que pour les outiller un peu, pour leur permettre de ventiler un peu aussi, ça va, puis surtout pour leur permettre de comprendre ce qu'on offre, puis de pouvoir ramer dans le même sens que nous, mais ça va améliorer le pronostic des gens. Donc, ça vaut le coup. Même si des fois, ça paraît beaucoup d'énergie, mais ça vaut le coup. Puis, une autre chose que je trouve importante de garder en tête, c'est que les proches, en général, on le sait là, dans les études, là, leur santé mentale, leur santé physique est affectée. C'est souvent des gens qui vont se retrouver en arrêt de travail aussi. Donc, au niveau socio-économique, il y a des conséquences d'accompagner quelqu'un qui a un problème de santé mentale, un trouble d'usage. Et puis, on a toujours été dans une optique en santé mentale en raison de la confidentialité, de faire très, très attention à ne pas les impliquer quand la personne n'est pas volontaire puis elle ne veut pas, puis c'est normal. Effectivement, c'est ça qu'il faut faire, mais en même temps, il faut faire attention. Des fois, en raison de la confidentialité, on ne peut pas donner d'informations aux proches, mais c'est important quand même de réaliser que les proches, ils n'iront pas cogner pour aller chercher du soutien, puis ils en ont besoin. Souvent, ils n'en sont pas conscients. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'occupe de leurs proches, mais je pense qu'il faut de plus en plus réaliser que dans l'idée du principe du no wrong door, c'est quand même important de dépister les proches. Puis pas nécessairement pour nous leur offrir des services, mais pour les référer au bon endroit. Parce que souvent, les proches, ils sont dépassés puis ils ne pensent même pas à eux-mêmes. Là. Puis ça, Sonia va en parler, mais l'appareil dans la famille a un rôle important à jouer à ce niveau-là. Puis principalement, les proches, comme je disais, c'est pas de se mettre à ouvrir des dossiers pour les proches, puis c'est pas eux qui sont nos patients, nos clients. Mais des fois, c'est assez simple, mais juste le fait d'être reconnu dans leur rôle, d'être validé dans ce qu'ils vivent, c'est pas facile. Les gens, ils sont demandants, ils n'arrêtent pas de nous appeler, mais en fait, juste d'être capable de reconnaître qu'ils sont à bout puis que c'est difficile ce qu'ils vivent, que c'est pas évident, juste ça d'être validé, ça leur fait du bien, ça peut apaiser beaucoup. Puis après ça, être outillé pour répondre aux besoins concrets qu'ils vivent de communication ou justement, là, tantôt, on parlait de fiducie, fait que de gestion de sous. Des fois, ça peut être des conseils très, très concrets et simples, mais qui peuvent vraiment changer les choses. Puis, comme je disais, orientés dans le système. Fait que, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais si j'avais envie de vous donner un espèce de cadre là, de réflexion par rapport à l'intervention proche en santé mentale, ce serait un peu ça mes grandes lignes. Je vais juste essayer d'avancer. J'arrive pas. Je m'excuse. OK, c'est parce que c'est en retard. Puis, c'est ça, la confidentialité, on n'a pas le choix de vous en parler quand on essaie on n'a pas le choix de vous en parler ce midi, c'est trop important. En fait, j'avais envie de vous en parler en partant de cette diapo-là. C'est une diapo, en fait, qu'on a créée avec Julie Coulombe, qui est une parent aidante de famille qui travaille à l'SQS puis qui travaille avec moi depuis quelques années, que j'aime beaucoup. Puis, on avait monté cette diapo-là pour nos groupes de proches, mais je la trouve ultra importante pour vous aussi. C'est un peu de se ramener dans la confidentialité, mais à ce trio-là, tu sais, patient, proche, puis professionnel. Comment on est tous coincés, en fait, dans ce triangle-là. Comment chacun a des besoins, des limites, puis c'est important, en fait, quand on se retrouve dans ce qui peut avoir l'air d'un bras de fer, très inconfortable, dans lequel tout le monde est un peu pas satisfait finalement, de se ramener à c'est quoi les besoins, c'est quoi les intérêts de chaque personne, puis de voir, au final, ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver un compromis dans tout ça. Mais en le ramenant à l'expérience vécue de chaque personne, puis du professionnel aussi. On voit souvent des professionnels pour les professionnels, un truc qui est vraiment important dans la confidentialité, c'est de dire, j'ai besoin de créer ce safe space-là avec mon patient. Il y a la loi de toute façon, puis on le voit, le code de déontologie, mais au-delà de ça, il y a aussi, c'est important que la personne pour qu'elle se sente en sécurité puis qu'elle puisse progresser, elle a besoin de savoir que c'est confidentiel, puis absolument clairement. Mais des fois, on oublie aussi que
les proches aussi, pour être capable d'être là avant puis après, ils ont besoin aussi de préserver la confidentialité en quelque sorte. Fait que des fois, il y a des choses qu'ils nous disent pas, puis ça peut être frustrant comme équipe. Mais fait que se ramener aux intérêts de chaque personne, puis aux besoins spécifiques, puis avoir ce dialogue-là au-delà de la loi, mais de qu'est-ce que ça fait vivre à tout le monde. Des fois, ça peut être des façons d'avoir des dialogues plus constructifs, puis des trialogues, j'oserais dire, puis de dénouer des impasses. Et puis, comme on n'avait pas le temps d'en parler longuement, mais qu'il y aurait tellement à dire sur la confidentialité, je vous invite à aller voir l'article de Marie-Hélène Morin, qui est une collègue travailleuse sociale, chercheure à l'Université du Québec à Rimouski, qui a une chaire de recherche sur la prochaine danse, puis qui a fait un travail vraiment, vraiment intéressant et important. Puis justement, en travaillant là, avec des groupes de personnes qui ont l'expérience vécue de la maladie, des proches et des cliniciens, cliniciennes, d'entendre leurs perspectives croisées, puis d'essayer d'à partir de là, justement, voir ben, comment on peut travailler ensemble à créer des compromis autour de la confidentialité, puis justement, pas voir la confidentialité comme de façon binaire, là, oui, non, j'accepte, mais tout le continuum qu'on peut organiser autour de ça pour essayer de répondre aux besoins de chacun, chacune. Voilà. Fait que je vous envoie ça. Et je te donne la parole, Sonia, pour dire comment nous, on travaille de façon systématique. C'est pour vous donner un exemple, en fait. Alors, vous donnez l'exemple, justement, comme dit Geneviève, d'un travail de paraidance à une famille à la clinique JAP. C'est qu'au départ, je fais un appel systématique à tous les proches des usagers, les proches qui sont euh, avec un usager de la clinique. Puis quand on parle de proches, on parle pas juste des petites mamans, là. On parle aussi des pères, des frères, des sœurs, ça peut être un ami. On essaie d'ouvrir à la clinique, justement. Des fois, pour un patient, je peux appeler 3 personnes différentes. En tout cas, j'essaye d'ouvrir le plus possible la demande d'offre. Fait que ça, c'est la première chose. Je vous parlerai de l'appel un petit peu plus tard, ce qui en découle, là. Mais ensuite, durant cet appel-là, je vais parler d'un questionnaire. Geneviève va vous en parler un petit peu plus tard, un questionnaire pour les familles. On les met ensuite sur une liste d'envoi où on envoie une fois par mois une infolette où il y a nos activités du mois, où il y a beaucoup d'informations sur la psychose, sur cette infolette-là, de l'information qu'ils peuvent prendre comme outil aussi. Je les invite ensuite à un premier groupe qui est le groupe d'accueil. On a un groupe d'accueil où on explique le processus de la clinique, le suivi durant 3 ans, les déclencheurs. En tout cas, on leur donne vraiment beaucoup d'informations à cette rencontre-là qui est sur Zoom, qui est une rencontre virtuelle. Et il y a aussi nos groupes soutien qui est une fois par mois aussi, le deuxième mardi de chaque mois où on offre un groupe soutien où ils viennent se déposer, discuter de leur situation avec d'autres parents. Et on a nos groupes éducatifs où on a des thématiques sur comment prévenir la rechute, comment prendre soin de soi comme parent, comment communiquer davantage avec leurs jeunes, plein d'outils qu'on leur donne comme ça. Puis selon les besoins de chacun, je peux référer aussi à des partenaires extérieurs, Amis Québec qui sont nos partenaires anglophones et voyons, Arborescence ici qui font du soutien psychosocial plus poussé one-on-one. Tu peux passer à la prochaine, Geneviève. Oui, excuse-moi, Ouais, j'essaie non, d'en ça va. trouver. J'ai vraiment un petit défi de. Ah. OK, go! Oui, alors voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on offre comme paraidance famille à la clinique JAP. Mais en général, à quoi ça sert, la paraidance famille, là, c'est vraiment c'est écrit là, c'est de créer un pont entre les personnes puis les ressources disponibles. Fait que en fait, je vais commencer par le deuxième, c'est d'offrir un espace pour se déposer avant l'intervention. C'est parce que moi, le 7/8e de mon travail, c'est d'appeler puis d'écouter la personne parce qu'on sait que quand ça nous arrive dans notre vie, un problème de santé mentale pour notre proche, on est stressé, on vit beaucoup d'anxiété, de culpabilité. Et moi, ce que j'offre comme espace, c'est un espace pour discuter, avoir une écoute. J'ai une écoute active, j'ai de l'empathie, je valide, je normalise la situation dans laquelle ils vivent. Puis ça, quand j'explique tout ça, j'explique le processus de rétablissement, je leur permets d'enlever une couche
pour après ça être ouvert euh, pour, pour être enseigné puis avoir voyons, avoir, en tout cas, d'être plus ouvert à la rencontre après pour leurs proches. Ils sont pas ouverts au début, sont tellement stressés, les parents, fait qu'ils ont besoin d'espoir aussi. Je leur donne beaucoup d'espoir en leur disant qu'ils sont à la bonne place, que leur jeune, qu'il y a de l'espoir. Moi, quand ça m'est arrivé, j'étais certaine que c'était la fin de ma vie, c'est la fin de ma vie, de mon gosse surtout. Puis ça m'a permis en fait d'avoir des outils pour comprendre le processus puis qui pouvaient se rétablir là-dedans. Fait qu'en fait, ce que je fais, c'est que quand tu apprends qu'il y a un problème de santé mentale dans une famille, c'est comme si tout s'assombrit puis tu vois plus clair. Puis moi, je donne une petite lampe de poche pour montrer le chemin du rétablissement, puis je ne vais pas empêcher qu'il y ait des obstacles en chemin, mais je vais quand même aider à guider puis à montrer le bout du tunnel euh, pour le proche. Puis ça peut être très aidant parce qu'après ça, la communication entre l'usager, le patient en fait, puis le proche, quel qu'il soit, eh ben, ils peuvent travailler ensemble vers leur rétablissement. Puis souvent, comme intervenant, c'est que vous travaillez là-dedans tous les jours, mais nous, comme proches, c'est la première fois que ça nous arrive. Fait que des fois, c'est aussi de normaliser cette difficulté-là et de prendre le temps de les écouter dans leurs soucis. C'est super important. Puis voilà, j'oublie-tu quelque chose? Ben, en fait, j'aide à travers ça, j'aide au rétablissement à la famille. Puis je pense que c'est ça, Geneviève, Oui, j'oublie-tu tellement, quelque non, chose? mais c'est ça. Puis je pense que ce qui est Mhm. important, ça ramène à, tu sais, si les proches, on s'en occupe pas, ils vont pas s'occuper d'eux-mêmes, tu sais. Je pense que Ouais. tes aides à réaliser que, OK, là, il y a une équipe qui est là pour aider votre jeune ou la personne qui a un problème de santé mentale, mais vous, comment vous allez, puis vous, Oui, comment c'est vous ça. allez faire pour passer à travers, tu sais. Puis je pense que ça, c'est ultra précieux. Puis Mhm. puis moi, Puis, ce tu que sais, je peux parler, oui, vas-y. oui, non, 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 vas-y, vas-y. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que je peux parler de mon expérience vécue. Tu sais, c'est sûr que là, nous, on prêche pour notre paroisse, mais la parrainance famille, on va en reparler des ressources, mais c'est aussi ce que ça permet, c'est que, tu sais, je parle des familles qui nous appellent en détresse, ben, le fait d'avoir le soutien de la parrainante famille leur permet de ventiler, puis après, d'avoir la disponibilité affective pour entendre des recommandations, puis être référé, ou etc. Fait que il y a vraiment un immense gain, là. Mhm. Voulais-tu ajouter d'autres choses, Sonia? Non, t'as bien résumé. Je te remercie. Le temps file, Mhm. mais je vous parle rapidement du projet qu'on a fait à la clinique, qui était, vous voyez, dans le fond, c'est toute l'équipe qui a travaillé sur le projet. C'est un gros projet que j'ai piloté pendant 2 ans, puis qui visait vraiment ça à aller chercher de façon systématique, comme Sonia disait, tous les membres de l'entourage pour créer un pont avec l'équipe, puis pour que l'équipe puisse être au courant de leurs besoins pour pouvoir ajuster les services en continu, en temps réel, là, en quelque sorte. Puis on est vraiment allé chercher les gens qu'on rejoignait moins traditionnellement. Comme disait Sonia, ce que je constatais par le passé, c'est que nos mamans blanches universitaires classe moyenne, elles naviguent bien le système. Elles ont aussi souvent des conditions socio-économiques qui permettent d'avoir de l'espace mental pour pouvoir appeler l'intervenant, pour pouvoir soutenir. Fait qu'on est allé chercher des gens qui étaient de groupes minoritaires, qui étaient racisés, qui étaient migrants, qui étaient des communautés queer, qui étaient des frères, sœurs, des jeunes proches aidants, souvent qui ne s'identifient pas comme proches aidants, qui vont moins venir dans nos services. Puis c'était vraiment l'idée de créer une stratégie pour créer un dialogue avec l'équipe. On est passé par la question d'un questionnaire, dans le fond. Puis le questionnaire a vraiment été construit par nos groupes consultatifs. Fait que ça a été tout un processus. On a fait plus que 60 rencontres avec eux et elles.
puis qui nous a amené à créer le questionnaire puis le valider avec elle. Puis ce qu'on a réussi à faire avec ce questionnaire-là, c'est que c'est un questionnaire qui permet d'explorer les besoins des gens, mais ce qu'on a vu aussi, les gens, ce qu'ils nous le disaient en l'ayant testé après, ceux qui l'ont créé, c'est que ça permet aussi justement de faire un peu ce travail-là, de les amener à prendre conscience eux-mêmes et elles-mêmes de leurs propres besoins aussi. Puis d'ouvrir des dialogues avec l'équipe sur des sujets que normalement on n'aborderait pas. Fait qu'on essaie vraiment d'arriver à un moment où quand on rencontre des proches, mais justement avec l'appui de la part aidante de famille, avec le travail du questionnaire, on n'est plus dans une espèce de geyser, on rencontre les gens, on demande ça va, puis là ça va dans tous les sens, puis finalement la rencontre a duré 1 heure et demie, puis on n'est pas arrivé à faire un plan avec les familles parce qu'ils n'étaient pas là. Mais là, on a eu l'appareil aidant de famille, on a eu le questionnaire, puis on le sait c'est quoi leurs besoins. Des fois, on a l'impression qu'on leur a déjà expliqué des affaires, mais dans le questionnaire, on voit que ben pas du tout. Ils ne l'ont pas entendu. Ils n'étaient pas là. Fait qu'on va insister sur ça quand on va les rencontrer. Ils craignent pour leur sécurité. Ils n'ont pas osé nous le dire. Ben là, on le sait, fait qu'on va en parler. Puis toute la portion spirituelle, on manque de temps, mais c'est quelque chose qui est vraiment important pour beaucoup, beaucoup de gens dans le rétablissement, puisque la moitié des gens nous parlent de valeurs spirituelles dans le rétablissement, puis ça permet d'ouvrir la porte parce que des fois, on ne sait pas trop comment aborder ça. Donc, c'est vraiment cette idée-là de créer un pont. Le questionnaire, si vous voulez le consulter, il est disponible en version PDF sur notre site web. Puis, il y a le lien là, dans le PowerPoint. Puis, vous pouvez prendre connaissance de tout le projet. On a même fait un film sur notre projet d'une 20aine de minutes là, que vous allez pouvoir voir sur la page web du projet. Mais je vais aller en vrac dans ce qu'on veut vous léguer, Sonia et moi, ce midi. Une des choses dans le guide d'accompagnement de notre questionnaire, nos proches ont souhaité formuler 5 questions à donner aux cliniciens cliniciennes en disant si vous n'avez pas le temps de questionnaire, vous n'avez pas le temps rien, mais vous n'avez pas le temps rien. Ça parle de à la fois ce qu'on vit en ce moment, parce qu'on vit toujours dans le réseau, on n'a pas le temps de rien. Mais pour vrai, si vous avez peu de temps, voici des questions comme proches qu'on aimerait que vous nous posiez. Donc, on vous les lègue, ces 5 questions-là. Vous les retrouvez sur le guide d'accompagnement du questionnaire qui est en ligne. Encore une fois, vous avez le lien aussi. Ensuite, le guide d'implication des proches en santé mentale, c'est vraiment un bon coup ministériel. C'est un super guide. Encore là, c'est un bon coup parce qu'il a été fait avec l'appui des personnes concernées, des organismes communautaires, des chercheurs. C'est vraiment toutes les bonnes pratiques rassemblées dans un guide. C'est un outil de référence incontournable. Donc, je vous le mets quand vous vous posez des questions, que ça soit au niveau là, plus légal là, de la loi, de la confidentialité. Il y a beaucoup de réponses qui sont là, mais aussi au niveau de ressources à offrir aux proches, etc. Là, c'est vraiment très complet. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ensuite, on parlait de parrainage famille. On vous vend ça. Vous en avez probablement pas dans votre équipe. Peut-être que oui, si vous êtes chanceux, chanceuse, mais sinon, c'est rare. Mais l'organisme CAP Santé mentale vous permet d'aller consulter quel organisme en proche aidance est présent dans votre région. Puis, je vous encourage, soit vous, un chef d'équipe, un coordonnateur, un APPR qui sait à faire des liens avec eux pour créer des corridors de services parce que vraiment, on voulait vous vendre ça ce midi. La ligne d'écoute pour les proches, je vois le temps qui file, mais vous n'avez pas accès à de la parrainage famille. C'est un numéro que vous pouvez appeler, puis c'est des parrainants de famille, des parrainants de famille qui répondent, fait qu'ils peuvent offrir ce soutien-là, permettre aux gens de ventiler. Et puis, le projet de la proche aidance pour les jeunes proches aidants de Arborescence, super intéressant avec des outils sur les réseaux sociaux pour rejoindre davantage les jeunes proches aidants. On en a référé quelques-uns à JAP, c'est vraiment intéressant. Puis, le guide indispensable, tu veux-tu dire le dernier mot? On a fini sur ce guide-là. Oui, ben écoutez, c'est un guide qui résume très bien, qui est comme un indispensable pour les parents où ça résume bien toutes les situations possibles, comment on peut accompagner son proche, quels sont les enjeux de santé mentale. Il explique en détail la bipolarité, la schizophrénie, etc. Puis il donne aussi beaucoup de références pour la suite des choses pour les membres de l'entourage. Alors, c'est vraiment un guide exceptionnel, là. C'est un ancien guide, mais qui est encore très pertinent aujourd'hui. Fait que vous avez le lien dans le PowerPoint. Si vous allez l'avoir en PDF direct en ligne, on peut l'envoyer aux familles très facilement. Et puis, voilà. Je suis désolée, comme on a commencé 3-4 minutes plus tard, c'était comme mon mini buffer de questions. Fait que
j'arrête le partage. Je comprends si vous devez quitter, mais sinon, nous, on est disponible pour répondre à des commentaires, des questions. Merci vraiment, Geneviève et Sonia. Effectivement, il est demi, donc peut-être